enregistrement sur YouTube et attends un peu, Oui. c'est en préparation. Moi, ça me dit qu'on est en live, là. Ouais, moi aussi. Je crois qu'on est en live, Robin. Oui. Oui, OK. C'est bon, Parfait. on est en live. Fait que je ferme ça. Excellent. OK, c'est bon. Alors, tous les enregistrements, les 2 enregistrements sont partis. Fait que tout le monde est bien peigné, tout le monde est beau. On a commencé, on est en direct. Bonjour à la population citoyenne qui est avec nous ce soir. Bonjour aux journalistes aussi. Donc, on va commencer cette séance, toujours en Zoom, évidemment. Pour l'adoption de l'ordre du jour, avant qu'on adopte l'ordre du jour, en point 15.2, on aurait une résolution sur inclusion potentielle en Estrie. On l'exprimera à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose avec l'ajout en 15.2? Je propose avec l'ajout Sylvie Beauregard. Sylvie Beauregard et Jean Martin. Lévesque. Je vais essayer de vous prendre un petit peu. Bon, est-ce qu'on avait des questions, David? Est-ce qu'on avait reçu des questions de la population? Aucune question, non. Parfait, merci. Donc, ça nous amène à l'adoption du procès-verbal du 15 septembre 2020. Est-ce que c'est conforme pour tout le monde? Oui. Pour proposer Pierre et Tony. Pierre et Tony, après ça, OK. Donc, en point 4, actualité du CLD. Donc, 4.1, bilan économique Brome-Missisquoi. Oui, alors c'est Denis. C'est moi qui vais prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez clairement? Très bien. Oui. Très bien. Merci. Récemment, j'ai eu des petits soucis de transmission de signal. Alors, voilà. J'aurais besoin de la collaboration de David pour faire ma présentation. On fait ça en duo ce soir. Le bilan va porter sur… On a fait récemment un sondage auprès de nos entreprises touristiques et je souhaitais partager les résultats qui nous ont été partagés. Donc, j'en ai pour quelques minutes. Alors, on doit le reconnaître, on a passé un très bel été. L'abondance de la clientèle confirme le fait que les Québécois, cet été, ont découvert ou redécouvert le Québec. Et répondant à notre sondage, confirme la présence sur notre territoire d'un nombre important de visiteurs des régions autres que notre marché naturel. Par marché naturel, j'entends la Montérégie, la région de Montréal et le centre du Québec. Souvenons-nous, je nous rappelle que notre stratégie de promotion cette année se limitait à communiquer à nos voisins immédiats par souci de prudence pour notre population. Nonobstant nos intentions, on a constaté sur le terrain que la visite venait entre autres de la région du Saguenay, la région du Bas-Saint-Laurent, la région d'Ottawa, la région de Charlevoix. Et comme je vous le disais, les Québécois ont consommé le Québec cette année et la région de Brome-Missisquoi a obtenu sa juste part de marché. Les établissements d'hébergement confirment que la promotion Explore Québec sur la route, c'est une promotion qui avait été développée par le ministère du Tourisme pour donner un peu de swing à notre saison touristique, a donné de bons résultats chez les entreprises participantes. Le taux d'occupation des hébergements pendant la période de vacances est dans l'ensemble satisfaisant, mais le contexte actuel favorise les établissements de petite taille. Je vous explique pourquoi rapidement. Les protocoles sanitaires complexifient les opérations et créent une pression supplémentaire sur les ressources humaines. Ce n'est pas une formule gagnante. Dans l'hôtellerie, on vit un phénomène particulier. Les clients souhaitent arriver le plus tôt pour faire leur enregistrement, profiter pleinement de la journée. Et les clients qui quittent souhaitent quitter le plus tard pour profiter le plus longtemps possible du confort de leur chambre d'hôtel. Le protocole obligeait les hôteliers à imposer une période de repos à leur chambre de 3 heures avant que quelqu'un puisse y entrer. Donc, physiquement, ce n'était pas possible de nettoyer assez rapidement les chambres pour matérialiser les opportunités d'occupation. Donc, chez nos vignerons et tous les autres acteurs de l'agrotourisme, le contexte que l'on connaît a obligé les entrepreneurs à revoir leur modèle d'affaires afin de s'adapter à une toute nouvelle réalité. Globalement, je vous dirais qu'ils ont très bien réussi. Certains, et ils sont nombreux, qualifient la saison d'excellente. Dans certains cas, on a manqué de vin, de bière et de petits fruits. C'est du jamais vu dans notre histoire récente. Le succès de l'été, pour moi, dans la conversion du modèle d'affaires, revient au vignoble des Pervenches de Fernand.
qui a réussi à vendre sa production annuelle plus de 10 000 bouteilles en 9 minutes cette année. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme mise en marché. Ils étaient un peu embêtés ce printemps quand il y a eu le shutdown parce qu'ils disaient normalement on distribue nos produits via le réseau des restaurants et tous nos acheteurs aujourd'hui sont fermés. Alors, ils ont passé à la vente en ligne et leurs clients se sont précipités en 9 minutes pour acheter tout leur inventaire. Aujourd'hui, ils sont au Mexique, ils sont très contents. Ils ont très hâte au printemps prochain. Donc, les terrains de golf, chez qui depuis un certain nombre d'années, on remarque globalement une nette diminution du nombre de rondes jouées, ont connu une saison exceptionnelle. Dans certains cas, on parle d'une augmentation de plus de 50 %. Les vrais joueurs s'en sont donnés à cœur joie, tandis qu'une toute nouvelle clientèle, on parle des jeunes adultes notamment, ont découvert les plaisirs du golf. Je pense que 2020 sera certainement une année de transition pour cette industrie. Je pense que le golf s'est réinventé cette année à cause de la COVID et j'espère que ça leur servira pour les années à venir. Nos infrastructures de plein air ont véritablement été prises d'assaut par les visiteurs. On l'a constaté dans des sentiers, à vélo ou en randonnée, nos plans d'eau sur le réseau routier. Même si parfois nos villages débordaient de visiteurs le week-end, on nous confirme aussi une augmentation importante de la fréquentation en semaine. Certains secteurs ont connu des résultats mitigés, notamment certains types de restauration ainsi que les attraits et les musées. Je crois que les gens avaient besoin de bouger et prendre l'air et Brome-Missisquoi est le terrain de jeu idéal pour ce type d'envie. David, on peut changer de page, s'il te plaît. Je voudrais continuer votre présentation en vous partageant des statistiques de nos sites Internet pour les trimestres juin, juillet et août. J'attire votre attention sur la progression de l'achalandage ainsi que sur la variation de la segmentation des visiteurs. On remarque notamment sur le site de la Route des Vins une augmentation de plus de 45 % du nombre de visiteurs, mais elle est caractérisée surtout par une augmentation de 200 % chez les jeunes de 18 à 24 ans et 35 % sur les 25 à 34 ans. Alors, si traditionnellement l'agrotourisme était l'activité des cinquantenaires, je vous dirais que l'été 2020 a permis aux jeunes adultes de découvrir sous un angle différent notre magnifique région. On change de diapositive, s'il te plaît, David. En résumé, vous vous souvenez certainement qu'au printemps dernier, on appréhendait le pire pour notre saison touristique. On a été tous étonnés par la marée de visiteurs, ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Il est important de réaliser que de nombreuses opportunités d'affaires ne se sont pas matérialisées par manque de personnel. Il y a des restaurants qui refusent des clients, des hôtels qui ne peuvent pas répondre à la demande, des entreprises qui doivent leur limiter leur offre. Et ces problèmes risquent de perdurer un certain temps. Souvenons-nous qu'avant cette crise, le taux de chômage avoisinait les 5 % et les entreprises peinaient à combler les postes. Aujourd'hui, les statistiques tentent de démontrer que le taux de chômage se situe entre 7 à 8 %. Donc, on s'approche rapidement de la situation qu'on connaissait avant la pandémie. Il est important de poursuivre les efforts d'accompagnement des entreprises afin d'améliorer leur bilan RH et accélérer le déploiement de la culture de l'innovation. Quand Francis parlait de son PDZA et parlait d'innovation en 2010, ça me fait un peu sourire parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est un pilier sur lequel on doit s'appuyer pour aider nos entreprises. On est convaincu que cette transformation que l'on appelle l'innovation est le pilier sur lequel, oui, ils doivent s'appuyer pour assurer la pérennité de leurs opérations. Pour nous, l'opération, ça permet d'être plus productif, ça permet d'être plus compétitif, ça permet aussi d'être plus attractif comme employeur et comme fournisseur de produits et de services. Je crois aussi qu'on doit continuer ensemble de s'investir dans le développement d'un tourisme durable pour le bénéfice des visiteurs, mais surtout, et j'insiste fortement, sur l'expérience des visités dont nous sommes. La carte postale touristique de Brome-Missisquoi est un élément essentiel pour le développement socio-économique de notre territoire. J'aimerais bien qu'on en prenne bien soin ensemble. Alors, voilà ce que je vais vous présenter ce soir. Merci. Excellent. Donc, ça dénote une certaine forme de résilience à travers tout ça, là? Certainement, oui. Tout à fait. Bien, merci pour les données. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est quand même, tu sais, quand on voit, quand on a l'impression que tout va à volo, que tout va mal, puis tout ça, puis qu'on a des données comme ça, mais c'est quand même un souffle d'espoir dans tout ça, puis je le répète, de résilience et tout. Ce qui prouve qu'on peut se réinventer aussi. Tu parlais des terrains de golf, Denis, entre autres choses. Mais il y en a plein qui se réinventent. Puis bon, de toute façon, on se doit de faire ça parce qu'on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce à quoi on fait face encore. Même aujourd'hui, on ne sait pas encore de quoi demain est fait.
Est-ce qu'il y a des questions? Pierre? Moi, je suis bien d'accord avec Denis, mais il a oublié un point. Les vélos. Beaucoup plus de vélos dans nos villages qu'avant. Là. Le monde, je pense qu'ils ont acheté des vélos cette année. Beaucoup. Un bon point, Pierre. Mais c'est correct, parce qu'il y en avait partout des vélos. Et, en campagne, dans le village, il y en avait partout. Fait que c'est correct, ça. Fait que le monde, ils ont fait l'exercice, le monde va être en santé, fait qu'ils vont être loin du COVID. C'est parfait. Puis des cyclistes différents. Moi, j'ai été étonné. On le voyait par l'âge des gens et par leur habillement. Ce n'était pas des cyclistes, des cyclosportifs de haut niveau, mais des gens qui avaient envie justement d'une activité récréative. Excellent. Excellent. En fait, l'extérieur a pris une place prépondérante beaucoup. J'ai hâte de voir aussi au niveau de l'hiver si les gens vont être plus à l'extérieur cet hiver aussi. Il y avait Jacques, tu avais un commentaire, Jacques? Je voulais juste demander, Denis, est-ce qu'il y a des nouvelles concernant l'activité manufacturière? Ça va. Oui, j'ai des nouvelles, Jacques, dans les entreprises manufacturières. Il y a 2 enjeux présentement. C'est les chaînes d'approvisionnement. Il y a des ruptures. Hein, c'est difficile de s'approvisionner. Donc, ça a des impacts importants. Il y a des contrats qui ne peuvent pas être réalisés faute d'approvisionnement. Et le deuxième enjeu auquel les entreprises font face, ça les ralentit dans leurs projets d'investissement aussi, c'est la rareté de la main-d'œuvre. J'ai fait aujourd'hui, la semaine dernière, un petit inventaire de ce qu'on avait disponible sur les offres d'emploi présentement dans Brome-Missisquoi. Je vous dirais que 85% des emplois nécessitent de la main-d'œuvre non spécialisée et cette main-d'œuvre-là est très, très rare présentement. Donc, c'est réellement un frein pour la prospérité de nos entreprises. Je pense que notre stratégie d'attractivité prenait de nouvelles populations, prenait cet élément-là en considération. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels on devra continuer de travailler ensemble, entre autres l'habitation, pour permettre l'inclusion de ces travailleurs-là sur notre territoire. Sylvie, Diane. Denis, est-ce que le fait de la PCU a un effet sur la rareté de main-d'œuvre non spécialisée? Et ça, c'est un drôle de débat. Est-ce que la PCU, c'est vraiment un handicap ou ça augmente la rareté de la main-d'œuvre? Je vous dirais que ce qui s'est passé pendant la période surtout ce printemps, il y a eu des gens qui ont migré d'un secteur d'activité vers un autre. Entre autres, dans le secteur touristique, ce sont des compétences qui sont transférables dans d'autres secteurs d'activité. Puis quand il y a eu une reprise, les gens ont dit « Non, j'ai découvert une nouvelle vie professionnelle qui me convient mieux, les horaires me conviennent davantage. » Donc, il n'y a pas, ce serait trop simple de dire que la PCU a eu un effet important sur la rareté de main-d'œuvre qu'on a présentement. OK, merci. Oui. Parfait. Ben, merci beaucoup pour le bilan, Denis. Très bien, merci. Ça nous amène au point 5, donc autorisation de procéder au deuxième versement du montant provenant du FRR volet 2 au CLD. S'il n'y a pas de questions, ça va nous prendre une proposition. Oui. Jacques. Sylvie, D et Jacques. Oui. 6.6, en fait, COVID-19. 6.1, état de la situation au 20 octobre 2020. Donc, on a des suivis quand même, beaucoup de suivis au niveau là, du 6 et tout ça. On reçoit des communications. Je pense que là, depuis le temps, là, les communications vont quand même bon train. L'Estrie, on est en zone orange parce que pour la santé, on est en Estrie, on est en zone orange. On a eu une rencontre la fin de la semaine dernière, le vendredi avec Dr. Poirier, tout ça, et des préfets. Et bref, je dois vous dire que malgré tout, il y a eu une augmentation de cas, mais malgré tout, on reste dans le orange parce qu'il faut savoir que les cas qui sont arrivés, c'est des éclosions. Donc, c'est des cas qui sont centralisés dans des endroits précis. Ce n'est pas comme s'il y avait une contamination communautaire. C'est ce qui fait qu'en Estrie, on est encore en zone orange. De ce qu'on entend, là, si tout le monde continue, puis on sait, il y a le fameux 28 jours, puis après le 28 jours, on ne sait pas, on va le savoir, j'imagine, un peu d'avance. Mais si tout le monde fait bien, on devrait pouvoir rester en zone orange. Alors, ceux qui nous suivent, la population, on vous demande de bien suivre les consignes et les directives gouvernementales à ce niveau-là. Là. Bref, puis vous regarderez maintenant lorsqu'on va sur le site du 6,
on peut voir les cas qui sont encore actifs. Il y a les cas depuis le début, mais maintenant, on a les cas présentement actifs. Et la plupart des villes, c'est 5 et moins qui sont présentement actifs. Donc, ça aussi, c'est sécurisant. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, Robert? Est-ce que tu avais des ajouts à faire à ce niveau-là? Ben, moi, ce que je peux dire, on suit les chiffres quotidiennement, là. On a fait un tableau, je vais vous le partager. On a fait un tableau depuis le début de la deuxième vague, là, depuis 2 semaines, pour voir, pour suivre les cas, parce qu'à chaque jour, ils remplacent les chiffres de la veille. Hein. Ça fait que si on ne les a pas en mémoire, on les perd. Ça fait que ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Ça fait que si on regarde depuis 2 semaines, là, vous avez la colonne en bleu, MRC Bromiska. Ça fait que ça, c'est vraiment nos 21 municipalités. On était à 221. Depuis le début au mois de mars, on est rendu en date d'hier à 253, donc 32 d'augmentation. Là, ben, vous voyez, Bromont a passé de 41 à 50, Cowansville de 32 à 35, Farnham de 51 à 59. C'est quand même relativement tranquille dans Bromiskwa. C'est certain que vous voyez du côté de Granby, du côté du Granit, du côté de Sherbrooke, c'est beaucoup plus actif, là. Ce tableau-là, je l'ai envoyé à vos DG. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer aussi demain, là. Oui. À ce moment-là, vous allez pouvoir suivre depuis 2 semaines l'augmentation chez vous. Évidemment, bien, pour que ça se calcule, on ne peut pas mettre 5 et moins, ça fait qu'on met 5. En n'étant pas certain si c'est 2, 3, 4 ou 5, mais il faut mettre un chiffre, sinon ça ne se calcule pas. Donc, c'est à peu près ça. C'est qu'on suit la situation. Vous savez que si on tombait en zone rouge, on a évidemment beaucoup de restrictions au niveau des commerces, des écoles secondaires, etc., même des assemblées de conseil. Et au niveau des entreprises qui vont fermer, elles vont avoir accès à un fonds d'aide d'urgence que le CLD va pouvoir donner. Mais c'est toute une nouvelle mécanique qu'il va falloir apprivoiser. Là, on a demandé au CIUS de l'Estrie d'avoir à peu près 4-5 jours ouvrables, d'avoir un préavis pour qu'on puisse se préparer. C'est tout. Une question peut-être, Robert. La liste qu'on a vue, Robert, les guéris ne sont pas soustraits de ça. Non, mais je vais vous envoyer, en envoyant le tableau qu'on fait, le lien pour que vous ayez sur Internet dans l'Estrie, puis dans la Pommeraie, combien qu'il y en a au total, combien qu'il y en a de rétablis. Okay. Fait que c'est pas compliqué. Ils prennent tous les cas qui ont émergé depuis 2 semaines, puis ceux-là, ils restent actifs. Tous les autres sont considérés comme rétablis. Pierre? Mais là, on dit qu'on est dans l'orange, puis je pense que Bromiskwa peut se taper dans les mains. Mais je voulais juste savoir, c'est-tu du danger qu'on tombe? C'est quoi notre pourcentage qu'on tombe dans le rouge? On est-tu borderline ou on est correct ou quoi, là? Non, Pierre, pour l'instant, ils ne peuvent pas parler de pourcentage, mais de là à dire qu'on est borderline, non. On n'est pas borderline rouge. Non. On est orange. OK. Ouais, mais quand même, il y a 10 jours, on était orange pâle, très, très pâle, même qu'on aurait pu être jaune il y a 10 jours. Vous vous souvenez, il y a 10 jours aussi, c'était la fin de semaine de 3 jours de l'Action de grâce. Il a fait beau. Puis on dirait depuis 3-4 jours là, que là, on est dans le 30-40 cas par jour. Avant, on était dans le 15-20 cas par jour. Fait que on est, si vous regardez là, la ligne de l'Estrie, on est entre le orange et le rouge. Souhaitons qu'on reste dans ce palier-là puis que ça ne continue pas à augmenter. Mais pour le moment, là, on est encore dans l'orange. Aux nouvelles de ce soir, ce qui parlait pour l'Estrie, c'est surtout des contaminations en usine ou en industrie qui viennent faire mal à l'Estrie. Exactement. C'est exactement le point. Puis juste pour ajouter, on est chanceux d'être dans l'Estrie puis pas dans le Montérégie. Parce que si on était dans le Montérégie, on va être rouge maintenant. Parfait, c'est ça. Ça, c'est déjà bon.
West Island. Ça va pour ça, donc on ne lâche pas, on continue, on laisse la vague dans l'eau. Puis c'est ça. Point 7, rapport du comité régional sécurité incendie civile du 17 septembre 2020, donc adoption du programme de l'action 39 en 7.1. Ça va être moi, Patrick. Vous avez vu, le comité s'est tenu le 18 juin dernier. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça? Non, c'est pas la date n'est pas la bonne. 17 septembre. Oui, c'est ça. C'est ça, je voyais, la date n'est pas la bonne. Par rapport à ça, est-ce que, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport au PV, vous avez vu l'avancement un peu des programmes d'élaboration. En fait, une des actions, c'était de vous déposer un programme d'entraînement qui s'inspire des normes en vigueur de l'École nationale des pompiers. Donc, c'est ça qui a été adopté, et, en fait, proposé par le comité, qui a été travaillé avec les directeurs des services d'incendie. On rappelle que ça représente les normes de base, mais les normes obligatoires en matière de formation des pompiers. Donc, dans le cadre du schéma de couverture de risque, il est proposé ce soir d'adopter le programme en lien avec l'action 39 sur l'entraînement qui s'inspire des normes de l'École nationale des pompiers. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, d'abord, ça va prendre proposition. Daniel. Daniel Tétrault et Guy Gravel. Merci. Donc, ça nous amène au 8, rapport du comité Alliance pour la solidarité, le PAGIEP, le 16 octobre 2020. Oui, bonsoir. Alors, le comité s'est rencontré. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Okay. Oui. Le comité s'est rencontré suite à la rencontre qui a eu lieu pour la priorisation des projets. Le 29 septembre dernier, environ 45 représentants du municipal, du communautaire et santé et éducation se sont rencontrés pour regarder ensemble les différents enjeux transversaux qui touchent l'ensemble de Brome-Missisquoi. Vous vous souvenez qu'il y a eu tout un processus de consultation qui avait été demandé par vous, le Conseil et la MRC pour la santé populationnelle. Alors, on est parti des résultats de la santé des consultations de la santé populationnelle et des plans d'action des différentes tables pour recommander au comité quelles actions devraient être retenues pour le financement de l'Alliance de la solidarité. Alors, 3 priorités d'action ont été retenues, qui ont été mises dans le plan d'action qui a été recommandé par le comité. Il s'agit de soutenir le travail de proximité avec à peu près au minimalement 65% de l'enveloppe. En deuxième lieu, tout ce qui est par rapport au logement. Alors, un portrait du logement, un comité de défense des droits des personnes, la sensibilisation au niveau de la salubrité et tout plein d'actions a été aussi proposé avec un budget à peu près de, je vous dirais, 25%. Et en troisième lieu, c'était tout ce qui était le transport. Alors, avoir un fonds d'urgence pour les personnes les plus vulnérables sur le territoire pour assurer le transport et aussi de faire un état de situation de leurs besoins. Alors, ça représentait à peu près 10% de l'enveloppe. Alors, c'est les recommandations du comité de l'Alliance. La façon que ça procède, c'est que suite à votre adoption, ça va être envoyé à la table des préfets. Et la table des préfets va l'entériner. Et par la suite, les sommes seront disponibles. Dans Brome-Missisquoi, nous allons privilégier la co-construction. Alors, des comités vont être formés par la suite pour travailler sur ces 3 grands projets. Il y a des questions? Donc, ça va prendre une résolution pour l'adoption du plan d'action. À ce niveau-là, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'ai Jean-Yves et puis Tony. C'est bon, ça? Donc, ça nous amène au point 9. Réseau de développement de la communauté territoriale de Brome-Missisquoi. Donc, compte rendu du comité des porte-paroles.
Oui. Alors, le compte-rendu officiel ne vous est pas présenté ce soir. Christelle y travaille, mais dès que je vais l'avoir, il sera envoyé. En fait, le comité des porte-paroles s'est rencontré la semaine dernière. C'était la 3e rencontre du comité de porte-parole. Le comité se rencontre annuellement 4 fois. Le comité est représenté par une personne de chaque instance de concertation sur le territoire de Brome-Missisquoi. L'objectif du réseau, en fait, il y a plusieurs objectifs, mais un des objectifs, c'est d'assurer une bonne communication entre les différentes tables de concertation pour que l'information circule du bas vers le haut, vers le comité santé et vers d'autres instances décisionnelles, et la même chose que l'information circule des instances décisionnelles vers les différents comités. L'objectif, c'est qu'on ne travaille pas en silo, mais qu'on travaille ensemble sur des grands projets. Alors, le comité des porte-paroles s'est rencontré. On voit après la 3e rencontre que les gens sont beaucoup plus à l'aise, ils voient mieux leur rôle. Alors, il y a eu un tour de table où les différents enjeux vécus par les différentes tables ont été nommés. C'est sûr qu'avec la pandémie, les enjeux sont encore plus présents qu'auparavant, surtout pour les personnes vulnérables. Alors, c'est ça. Alors, le comité s'est rencontré. On est en train de regarder pour différentes formations pour la participation citoyenne. On regarde aussi des modèles de communication. Alors, comment bien partager l'information pour un peu éviter les tours de table, mais qu'on discute de points communs lors de ces rencontres. Alors, la prochaine rencontre va avoir lieu en décembre. Parfait. Excellent. Donc, il y a un dépôt d'une nouvelle demande là, à la Fondation, la FLAC, et intention de transfert du rôle de fiduciaire, à la CDC, Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi, en 9.2. Alors, je vous rappelle que notre réseau de développement a été financé pour une première année de dialogue avec la Fondation André et Lucie Chagnon. Alors, on a reçu un montant de 100 000 pour faire l'expérimentation de notre modèle. Une bonne partie, c'est l'embauche de Christelle Bogosta pour faire la coordination. Dans cette année de dialogue, ce qui est souhaité, c'est un soutien par la suite pour la réalisation de différents projets. Alors, on est en pourparlers avec la FLAC, l'acronyme pour la Fondation, et on regarde à déposer une demande sur 3 ans, à peu près 250 000 par année, et qui financera les différents enjeux transversaux qui ont ressorti lors qui ont ressorti lors de la consultation de santé populationnelle. Alors, la demande au FLAC va couvrir, pour la FLAC, c'est important l'aspect expérimentation et non le service direct à la personne. Alors, on regarde à expérimenter au niveau du transport. On veut regarder aussi l'expérimentation d'initiatives et de la mise en place du réseau, le soutien au plan de logement également, des moyens de collaboration au niveau du travail de proximité, des projets innovateurs au niveau de l'anxiété et la détresse auprès des jeunes, et comment soutenir la participation de la communauté anglophone dans le milieu communautaire et autres. Parfait. Alors, la demande va être déposée aux alentours du 11 novembre. Ce qu'on demande, c'est que pour cette année, en fait, l'année passée, c'était la MRC qui était le fiduciaire de l'année de dialogue. C'était prévu que ça soit temporaire et non qu'on soutient, qu'on soit fiduciaire dans les années subséquentes de l'entente avec la FLAC. La plupart des régions, c'est les CDC qui sont fiduciaires des demandes des ententes avec la FLAC. Mais l'année passée, pour diverses raisons, le milieu ne
trouvait pas que la CDC était prêt à prendre ce mandat. Nous avons eu des discussions avec la CDC et ils sont ouverts à devenir le fiduciaire pour l'année 2021, mais seulement après le mois de février, alors dans le premier trimestre de l'année. Alors, ce qui est proposé, c'est que la MRC dépose la demande au FLAC pour le 11 novembre. C'est un travail qu'on fait en co-construction avec la FLAC. En fait, c'est le coordonnateur avec qui on fait affaire qui fait la demande au conseil d'administration et par la suite, l'entente est signée, mais qu'à partir de l'année 2021, lorsque la CDC sera prêt, qu'ils prennent la relève pour être le fiduciaire. Alors, je n'ai pas de résolution de la part de la CDC, mais ils se sont réunis hier, le conseil d'administration, ils en ont discuté. Ils n'ont pas passé de résolution formelle, mais j'ai le procès-verbal de la rencontre qui dit qu'ils sont ouverts à être le fiduciaire pour la prochaine année. Nous, on doit quand même prendre une résolution pour le dépôt. Oui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un à la lumière de ce qui est dit là qui propose? Je peux proposer, mais j'avais une question pour Tania. Est-ce que tu voulais faire une demande pour prolonger le 100 000 qu'on a actuellement? Tu ne voulais pas faire une demande pour prolonger? Ça va être déposé, ça va être au conseil d'administration de la MRC, ce point-là. Parce que oui, on va faire une demande de prolongation de l'entente qui venait en échéance en fin septembre là, pour que ça soit jusqu'au mois de juin. Parfait. Alors, je peux en faire la proposition, Patrick. Parfait. Donc, Sylvie fait la proposition. Qui seconde? Yves Lévesque. Martin. Parfait. Donc, ça nous amène au point 10, en fait. Rapport du Comité de transport collectif adapté du 30 septembre 2020. C'est moi, Patrick, qui va reprendre le relais. Donc, je ne sais pas si vous avez pris connaissance du PV. Le premier point, en fait, le premier point consiste à, on doit procéder au renouvellement des contrats avec nos entreprises de taxi pour la fourniture du service au niveau du transport adapté collectif pour les pôles de Sutton, Lac-Brome, Bromont, Bedford et Farnham. Nos contrats sont venus vont venir à échéance au 31 décembre qui s'en vient 2020 et on ne prévoit pas de renouvellement dans les ententes qu'on avait au départ. Parce que pour l'année 2020, on avait seulement un contrat qui était pour 1 an parce qu'il y avait toute l'arrivée et la refonte du service au niveau du transport en lien avec l'implantation du nouveau système intelligent de transport qui, lui, va être reporté. En fait, l'appel d'offres a été concluant, ce qu'on a su, mais c'est reporté en 2021. Et il y a également la loi 17 là, sur le transport rémunéré de personnes par automobile, dont les règlements sont, le règlement de mise en vigueur est imminent aujourd'hui, demain, puis il va amener des éléments particuliers. Donc, on a dit, l'année de transition n'est plus 2021. Je dirais de pouvoir renégocier de gré à gré au même montant qui avait été prévu dans les années pour l'année 2020 parce que cette année, avec la COVID, clairement, les statistiques sont un peu à la baisse. Donc, on ne prévoit pas d'augmentation, même pas pour l'année 2021. On est en bas du seuil minimal, là, du seuil maximal pour l'appel d'offres pour chacun des pôles. On le ferait seulement pour une année parce que l'année prochaine, tous nos contrats vont tomber à échéance. Avec l'arrivée du nouveau système, etc., on va prendre bien le temps de revoir tout ça. Il y a des questions. En fait, là, on peut procéder une proposition pour tous, là, même si c'est gré à gré, dit individuel, on peut le faire en bloc pour. Oui, parce qu'on va revenir. Oui, c'est juste pour procéder individuellement par contrat, l'autorisation, oui. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui? Richard a proposé avant toi où il y avait une question. Non. C'est juste une question, Pat, pour le transport adapté. Lac-Brome, Francis. Lac-Brome, pour transport adapté, c'est avec Waterloo. Oui, en fait, c'est que tu as entièrement raison. On a mis ça dans. C'est générique, mais pour le pôle de Lac-Brome, il y a le pôle, mais dans le pôle, il y a Bolton West aussi. C'est clair que Brome et Ville de Lac-Brome, vous n'êtes pas concernés spécifiquement pour le transport adapté. C'est bon, Louis propose toujours. Pas encore, Richard. Richard, tu secondes? Oui.
Richard, tu secondes, oui, hein? Avec son sourire, il nous dit qu'il seconde. OK, c'est bon. Ça nous amène 10.2, Francis. Prolongation du contrat de transport. Bon, en fait, aussi, on a un de nos contracteurs, celui qui est la fourniture au niveau par autobus, qui est les promenades de l'Estrie. Lui, son contrat aussi tombe à échéance au 31 décembre prochain. Par contre, son contrat prévoit quand même de pouvoir prendre une année d'option. Ce qu'on propose, compte tenu avec les mêmes explications, là, système intelligent de transport, loi 17, on propose de renouveler pour une autre année avec les promenades de l'Estrie. Eux, leur contexte, lui, est en haut du seuil minimal. Puis on a fait une validation auprès de Maître Poupard, là, de notre aviseur juridique externe pour dire, bien, compte tenu que c'est un contrat qui avait été signé avant les règles, le changement des règles par rapport au gré à gré pour les transporteurs, mais on peut se permettre de se prévaloir de l'année d'option, donc au montant de 153 911 plus taxes. Ça comprend 1800 heures de véhicules avec 2 véhicules. Des questions là-dessus? Ça va prendre une proposition. Martin? Pierre et Martin. Oui, mais moi, je fais juste une question. Je voulais demander à Francis, promenade de l'Estrie, c'est qui? C'est-tu alentour ici ou les Non, ben, à la base, ils ne sont pas basés ici. Là. Ils sont basés dans la région de Sherbrooke, mais ils ont des garages. Je crois qu'ils ont un garage à Granby avec un chauffeur. C'est un des 2 fournisseurs. On a Transport Vient, qui est le fournisseur local, qui est basé à Farnham, c'est toute réserve. Puis, on a, par contre, quand on a procédé à l'appel d'offres en 2016, Vient n'était pas en mesure de pouvoir offrir tout le service avec les équipements qui étaient nécessaires. Donc, le deuxième qui s'est annoncé, c'était les promenades de l'Estrie. Fait que ça serait leur dernière année d'option. Et clairement, à partir de l'année prochaine, on va devoir respecter les seuils. Donc, dans ce cadre-là, c'est sûr qu'on va devoir aller à un appel d'offres public ouvert à l'ensemble de la province pour la suite à donner. Que ça répond à la question? Donc, qui proposait puis qui secondait? Caroline, Caroline propose puis Tony seconde. C'est bon pour ça. Donc, 10.3, modification du délai de renouvellement automatique. Bon, oui, pour taxi, pour le secteur de Cowansville, parce que vous avez vu dans la première autorisation, c'était seulement les 5 autres pôles. Le secteur de Cowansville, lui, le pôle était déjà, vous avez déjà octroyé le contrat qui était pour une période de 2 ans. Actuellement, par contre, il est renouvelé automatiquement. Ce que Taxi, le propriétaire de Taxi AB nous a fait valoir, c'était justement par rapport au fameux règlement qui va rentrer en application sur la loi 17. Il y avait des éléments qui pouvaient poser problématique spécifiquement par rapport, ce qui est visé, c'est que les véhicules vont devoir avoir à l'odomètre un maximum de 350 000 km. Puis je peux vous dire que dans l'industrie du taxi, c'est régulier que les véhicules dépassent ce terme-là parce qu'ils ont vraiment des normes très, très, très strictes en matière d'inspection de véhicules. Fait que souvent, ils ont des véhicules ils choisissent des véhicules qui peuvent se permettre de dépasser ce kilométrage-là avec des réparations et des normes d'inspection très sévères qui sont faites 2 fois par année. Là, l'industrie du taxi, c'est les compagnies de taxi, etc., se sont mobilisées quand il y a eu le projet de règlement en disant là, ça n'a pas de bon sens. Si demain matin, si ça rentre en vigueur le 20 ou 21 octobre, Taxi AB, lui, il y a plusieurs véhicules qui ne pourront plus être sur la route. Ce qu'on a su à travers les branches, c'est qu'il pourrait y avoir un délai pour cette norme-là spécifique ou un changement que le gouvernement va apporter, mais on ne le sait pas. Elle va avoir lieu lorsque le règlement sera connu. C'est qu'il nous a demandé, est-ce qu'on peut changer la clause que le renouvellement, ça fasse automatiquement, au lieu de se faire 90 jours avant l'entrée en vigueur, qui datait du mois de septembre, dans laquelle le CA s'est déjà prononcé, puis qu'on a déjà dit, oui, ça a bien de l'allure, c'est que ce soit officiellement 45 jours, donc à la mi-novembre. Et au ministère des Transports, on m'a confirmé, et au bureau d'Isabelle Charret aussi, qu'on aurait des nouvelles avant, genre le 21 octobre, 22 octobre, là, qu'on aurait des nouvelles et qu'on serait satisfait des nouvelles qu'on aurait. Par contre, ils ne peuvent pas nous dire ça va être quoi par rapport à ça. Donc, on serait probablement en mesure de pouvoir
confirmer à Taxi AB que les nouvelles mesures vont lui permettre d'honorer le contrat avec la MRC pour la desserte là, du pôle de Cowansville associé à ça. Donc, on vous demanderait d'entériner ce changement de délai-là de 45 jours au lieu du 90 jours. Vous avez des questions? Ça va? Proposeur, appuyeur? On a Jacques et Daniel Tétrault. Bon, ça nous amène au point 11. Merci, Francis. Plaisir. Ça nous amène au point 11, donc rapport du comité consultatif d'aménagement du 14 octobre 2020. Je cède la parole à Mme Nathalie Grimard. Merci. Donc, bonsoir. Le comité d'aménagement qui a eu lieu mercredi dernier. Le premier point à l'ordre du jour, si je ne m'abuse. Le budget. Pardon? Le budget, oui. Le budget, oui. Donc, une version préliminaire a été présentée aux membres du comité ainsi que les grands projets 2021. Alors, suite aux discussions et à la présentation de chacun des postes, le comité, là, ce soir, souhaitait indiquer au conseil au niveau de la quote-part, dans la version préliminaire présentée, l'augmentation de la quote pour le budget aménagement avait été majorée à 2 pour 2021. Mais les membres du comité proposent ce soir, en fait, tenaient à préciser au conseil qu'ils souhaitaient maintenir la quote-part statu quo versus l'exercice 2020-2021. Je ne sais pas s'il y a des membres là, du comité qui souhaitaient élaborer davantage sur cet élément-là auprès des confrères. J'aurais peut-être un commentaire à apporter là-dessus. Écoutez, évidemment, quand on se rencontre en comité pour éviter de voter des budgets de comité, on n'a pas d'idée sur le budget global de la MRC. Fait qu'évidemment, où on vient discuter, c'est du comité où on est, mais si on connaîtrait l'orientation globale du budget de la MRC, à un moment donné, ça serait plus facile pour le comité de pouvoir juger ou d'accepter les demandes à propos du budget global et non de comité. C'est tout. Oui, mais c'est une proposition qu'on a faite, là. Oui, absolument. Il y a d'autres commentaires en regard à ça? Non? Donc, il n'y a pas de proposition à faire là-dessus. Là. C'était juste une proposition que le comité faisait. Exact. Mais au-delà de la quote-part, sinon, les dépenses présentées, les grands projets présentés étaient jugés là, intéressants. Là, puis les membres du comité étaient en accord. Ouais. S'il n'y a pas de questions, on va passer au certificat de conformité. Oui, effectivement. S'il y a des questions en fonction du contenu du procès-verbal, n'hésitez pas. Sinon, au niveau des éléments de conformité, le premier est une modification du PIA pour la ville de Farnham, le règlement 594. C'était conforme. Donc, c'est un remplacement là, du règlement. Louis et Laurent. Prochain règlement, une modification du règlement de zonage de la ville de Farnham, le règlement 458-47, qui vise là, à modifier des dispositions relativement aux bâtiments accessoires. C'était conforme. Sylvie B. Sylvie B. et Gilles Rio. On continue. Le prochain, modification au règlement de zonage pour la ville de Bromont, le règlement 1037-18-2020. Modification au zonage qui vise là, à ajouter certains usages permis dans les zones commerciales le long du boulevard Bromont et à apporter certaines corrections là, et modifications, précisions d'ordre général, technique, administratif. Conforme. Conforme. Qui propose en Laurent et Tony. Les prochaines modifications réglementaires pour la ville de Bromont là, visent tous là, à apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts ou précisions d'ordre général, technique ou administrative. Le prochain, c'est le règlement au niveau du zonage 1038-02-20. C'est conforme. Ça te prend un proposeur. Sylvie B. Laurent et Sylvie B.
Le prochain, c'est règlement 1039-03-2020 qui vise à modifier le règlement sur les PIA. Ça va? Conforme. Ça va là-dessus. Conforme. Qui on a ici? On a Yves Lévesque et Guy Gravel. Toujours à Bromont. Règlement 1041-02-2020 qui vise à modifier le règlement sur les permis et certificats. C'était conforme. Conforme. Qui propose? Daniel. Daniel et j'ai vu qu'il a un Tony encore. Excuse-moi, Laurent. Là. Ah, pas le prochain, là. OK. Pas de chicane, il y en a pour tout le monde à soir. Hein? On reste à Bromont. Oui, 1042-03-2020 qui vise à modifier le règlement de construction concernant là, une actualisation des normes relatives au drainage de fondation. C'est conforme. C'est conforme. Alors, on va aller sur l'autre page. Qui propose? C'est pas tout en même temps, là. OK. Jacques et Gilles Rioux. Il en reste 17 pour Bromont. Ça ne sera pas long, là. Le prochain pour Bromont, c'est le règlement 1095-2020 qui est en fait l'adoption d'un nouveau règlement sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, plus spécifiquement appelé PPC-moi. C'était conforme. Qui propose? On a Greg et Laurent. Bon, on change de ville. Ah. Oui, et donc la municipalité de Saint-Armand pour les deux prochains. En premier lieu, c'est le règlement 015-19 qui vise à modifier le plan d'urbanisme. C'est la concordance pour les territoires incompatibles à l'activité minière conforme. Sylvie D. Sylvie D et Jean Lévesque. On continue. Oui, ensuite de ça, Saint-Armand toujours, c'est la modification de zonage qui va avec la concordance précédente là, concernant les territoires incompatibles à l'activité minière, c'est conforme. Martin. Martin et... C'est une bonne idée de nommer vos noms. Martin, bien là, j'ai vu Tony, on va dire Martin et Tony, mais nommez vos noms parce que j'ai 2 pages. Je ne vous vois pas tout le monde. Là. C'est bon, ça? Bien, ça va pour les certificats de conformité, si je ne m'abuse. Donc, ça nous amènerait à 11.3, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Prends du temps en liste parce que l'ordre du jour, vu que je suis sur l'écran, sur mon téléphone. C'est pour ça que juste pour vous dire, là, je ne l'ai pas imprimé. Ça, c'est bon. Il y a des questions là-dessus, vous comprenez. Bien, tu peux présenter peut-être Oui, le contexte, là. Le contexte, s'il te plaît. En fait, je crois qu'il y a plusieurs municipalités qui ont adopté le même type de résolution là, suivant une correspondance de la FQM qui appelait le monde municipal à adopter une telle résolution. C'est dans le cadre du projet de loi 67 actuellement, qui fait l'objet de différents commentaires avant son adoption finale et où un des éléments était de venir carrément retirer un pouvoir municipal là, en matière de zonage. Donc, un des éléments qui est visé par le projet de règlement, c'est de venir encadrer la location à court terme de type Airbnb pour les résidences principales. Et là, ce qui a été ajouté dans ce projet de loi-là, c'était de dire que carrément que la municipalité n'aurait plus le pouvoir de décider à quel endroit sur son territoire ou encore à quelles conditions sur son territoire ce type d'usage-là serait possible. Alors, toujours dans une perspective là, de respecter les échelles de planification sur l'aménagement et l'organisation de son territoire, ce qui est vraiment dénoncé là-dedans, là, c'est finalement de l'importance pour les municipalités de conserver, et c'est un pouvoir municipal de prévoir quel usage va à quel endroit. Donc, un principe fondamental de la réglementation du zonage. Pour le bénéfice, s'il y a des gens qui nous regardent, c'est l'article 81, en fait, de ce projet de loi-là, d'une part. D'un autre part, ça jamais, les villes ont tout le temps décidé au niveau du zonage. Là. On peut pas ne pas avoir mainmise sur notre zonage. De toute façon,
je l'ai exprimé, il y a Sylvie aussi qui avait parlé aux journalistes, j'ai parlé à des journalistes aussi. Ce qui est important de dire là-dessus, c'est que les villes ont la connaissance accrue de leur terrain, du territoire municipal. Je veux dire, comment on peut gérer ça au niveau provincial, quand la ville connaît ses zones, quand la ville connaît les endroits où c'est plus problématique que cette réalité d'hébergement-là. Donc, c'est clair, puis je pense qu'on ne fait pas bande à part. Hein. Mais à l'heure qui est là, il y a plus d'une centaine de villes qui ont pris des résolutions, à ce sens. Là. Alors, moi, je pense que c'est très important qu'on se positionne là-dessus. On veut notre autonomie à ce niveau-là. Puis je pense que ce n'est pas un simple vœu pour bien paraître ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un vœu qu'on peut très bien accomplir, les villes, à ce niveau-là. S'il n'y a pas de questions, de commentaires, on passe à prendre une proposition. Sylvie B. Sylvie B et Louis V. C'est bon. Donc, ça nous amène au point... Excuse-moi, Patrick, si vous me permettez, au niveau des suivis des dossiers en cours, je voulais juste annoncer à tous, là, en fait, que la MRC avait soumis un projet dans le cadre de l'entente sectorielle forêt. Et donc, pour élaborer une stratégie régionale sur la conservation, la connectivité et la mise en valeur des écosystèmes forestiers sur le territoire. Et donc, un montant de 57 000 $ a été accordé via cette entente au projet. Excellent. Bien, merci. 2.12, bilan 2019 des activités du projet de recherche, de développement et d'évaluation d'une intervention Une seule santé pour réduire le risque de maladie de Lyme à Bromont. Oui. Oui, de Robert. Oui, alors vous êtes familier avec la méthode pour enrayer la rage du raton laveur. Hein? Ça fait que vous savez que le gouvernement, par avion, largue des milliers de biscuits que les ratons laveurs mangent, puis c'est des appâts, puis qui font en sorte que c'est un médicament qui immunise les ratons laveurs. Donc, au niveau de la maladie de Lyme, les universités ont choisi la même méthode en disant les tiques sont infectés parce qu'ils piquent des souris et c'est les souris qui sont porteuses de la maladie. Ça fait que si on réussit à immuniser les souris en leur faisant manger des biscuits comme les ratons laveurs et que les souris deviennent immunisées contre la maladie, bien, les tiques, à ce moment-là, ne transmettront plus la maladie de Lyme. Ça fait que c'est le projet qui se déroule à Bromont depuis avril 2019. Ça fait qu'il a duré 2 ans, qui se termine actuellement au mois d'octobre, là, et on va avoir les résultats finaux cet hiver. Vous avez vu qu'on a fait la première page du journal La Presse dimanche parce que Louis a dit que Bromont avait remporté la Coupe Stanley des tiques. Ouais, écoute, c'est ça. Il y a des choses, des fois, que tu es mieux pas dire dans une conversation. Et je l'ai dite et je l'assume. En tout cas, lâche pas mon Louis. Mangeant des biscuits. Louis, est-ce que c'est toi qui as fait les biscuits? Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ça? Le bilan, donc, oui, ce que je veux ajouter, Patrick, c'est que vous aviez adopté au début du projet une résolution pour appuyer que Bromont et les universités fassent ce projet-là. Oui. Étant donné que la région de Brome-Missisquoi, c'est pas juste Bromont, là, toutes les municipalités dans Brome-Missisquoi sont hautement avec la tique, la maladie de Lyme. Là. Fait que il y en a en masse. Vous avez adopté une résolution à l'effet que la MRC payait un montant en 2019 et un montant en 2020. Donc, en 2019, notre contribution, c'était 15 575. En 2020, maintenant, on aurait à payer un montant de 31 150 $, ce qui équivaut à 25 de la part du milieu. Et moi, j'ai fait une demande de subvention au CIUS de l'Estrie qui m'ont répondu qu'ils essaieraient de trouver à peu près la moitié de ce montant-là. Mais là, on a eu une facture de la Ville de Bromont. Est-ce que vous êtes d'accord pour verser le 31 150? C'était déjà prévu, c'était déjà décidé. Là. Il y aura un rapport. De toute façon, je tiens à préciser qu'au niveau du bilan du rapport, ça va être accessible pour tout le monde. Le but de ça, c'est de pouvoir s'en servir pour nous autres aussi, éviter de gagner la Coupe Stanley
au niveau de la lime, comme Bromont l'a dit. D'accord, je suis d'accord avec ça. D'accord. Monsieur Melchior, on dit aussi que ça continue à monter vers le nord. Hein, c'est pas arrêté. Oui, c'est déjà l'autre bord. C'est vraiment un gros problème. En Puis, 2016, je pense que l'étude qui est en train de se faire là va servir à la grandeur du Québec. Et j'espère beaucoup, M. Desmarais, que le CIUS va vous donner votre argent parce que. Mais Louis, je tiens à te préciser qu'en 2016, à Farnham, il parlait de Farnham parce qu'il y avait énormément de chevreuils et tout ça, que c'était la même chose. Là. Donc, 2016, on était à la cuvée 2016 de la Coupe Stanley, Farnham. Je vais te la refiler, la Coupe Stanley, j'ai pas de problème avec ça. Non, on a gagné une fois, je te laisse, moi. Y a-t-il proposeur, donc, proposé par Laurent? Pierre, c'était une question du second? Oh, OK, ben on va dire Pierre second. C'est bon? Donc, point 13, ça va pour ce point-là. Point 13, appui au projet de caractérisation de milieux humides et hydriques à potentiel écologique élevé dans un objectif de conservation. Dans le fond, c'est l'OBV Baie-Missisquoi qui va déposer une demande de financement au Lake Champlain Basin Program. Et puis, ils veulent, dans le fond, faire une caractérisation des milieux, une caractérisation écologique là, pour voir l'inventaire des biodiversités. Puis, ils veulent cibler 5 à 10 milieux. Il n'y a pas d'appui monétaire qui est demandé, mais c'est un appui, dans le fond, de la MRC pour dépasser, là, dans le cadre de ce projet-là, déposé. Puis, ça va servir aussi au plan régional des milieux naturels. Là. Donc, c'est pour appuyer l'OBV Baie-Missisquoi dans sa demande au Lake Champlain Basin Program dans le cadre de ce projet-là. Il y a des questions? On ne peut pas être contre ça. Propose. Gilles propose et Tony. C'est bon? Ça nous amène au point 14. Internet à haute vitesse. La vitesse de la lumière. Je me suis permis une petite boutade. Bon. Robert, tu peux nous faire. On a quelques-uns, puis Jacques, tu étais sur le comité. Tu fais partie du comité. Peut-être qu'on peut voir, Jacques, si tu as des commentaires. Jacques et Robert, là, vous étiez là. Ah, je vais laisser Robert faire le résumé. Là. Je vous rappelle que depuis cet été, il y a un comité qui se rencontre à peu près aux 3 semaines. Le comité réunit les gens de Bell Canada, de Hydro-Québec, de notre installateur IHR Télécom, le bureau de Lynn Bessette avec Isabelle Grenier, le bureau d'Isabelle Charest avec Joanne Gauvin, Jacques est là, Francis et moi. Le but, c'est de convenir ensemble, puis quand je parle d'ensemble, c'est surtout au niveau de ceux qui ont les poteaux et qui doivent donner des permis pour installer la fibre optique. Fait que de convenir ensemble d'accélérer le déploiement de la fibre optique si on veut en finir prochainement. Moi, je vous dirais, on a eu une réunion hier, encore une fois. Au niveau du discours, les gens sont de bonne volonté, ils disent qu'ils veulent trouver des moyens, des mesures concrètes pour délivrer plus rapidement les permis et pour faire en sorte que tout le monde soit desservi rapidement. Au niveau du terrain, c'est moins évident. Là, ça fait qu'on travaille fort pour mettre de la pression, pour trouver des façons de faire avancer ce dossier-là. Une des façons, c'est qu'on a réussi à convaincre tout le monde de vous déposer ce soir un calendrier, une mise à jour du calendrier révisé, accéléré du déploiement d'Internet haute vitesse dans toute la MRC. Évidemment, là, il faut dire en commençant que ce calendrier-là est bon dans la mesure où Bell, Hydro-Québec et quelques autres propriétaires de poteaux là, donnent les permis demandés dans les délais normaux, dans les délais prévus par la loi, les délais prévus par les contrats. Parce que IHR ne veut pas être celui qui va se faire crucifier si il ne rencontre pas les délais prévus parce que Bell ou Hydro ou d'autres prennent 9 mois, 12 mois, 15 mois pour délivrer un permis pour changer un crochet dans un poteau.
Fait que des fois, c'est des choses tout à fait banales et ridicules qui font que toute une série de poteaux est bloquée parce qu'il y en a un poteau sur la gang qui doit faire l'objet d'une réparation, puis là, les ingénieurs s'ostinent. Donc, c'est ça qu'on veut débloquer. Jacques et Francis, si vous voulez ajouter des choses, là, mais on veut, en partenariat, puis on est encore poli avec eux autres, même si on met un peu de pression, on veut trouver des façons pour que toutes les municipalités d'Ambroise-Missisquoi, d'ici 15 mois, que le projet soit terminé partout sur le territoire. Genre. Moi, je proposerais peut-être, si on pourrait juste partager pour le bénéfice de ceux qui nous regardent, là, pour montrer qu'à partir de demain, sur le site Internet de la MRC, on va transmettre, mais là, vous l'avez, tous les mails là, mais on va le transmettre aux directions générales des municipalités. Là, on dirait que la qualité n'est pas belle, mais je peux vous dire que le fichier que j'ai de côté, il est en excellente qualité. Là, on va afficher ce nouveau calendrier-là. Et l'objectif n'est pas de prendre un an pour s'assurer sa mise à jour. J'ai convenu avec IHR que ce calendrier-là sera mis à jour de façon régulière. Pas tous les jours, pas toutes les semaines, parce qu'il faut donner le temps que ça évolue, le temps de faire le déroulement des fibres, faire les fusions des connecteurs, etc. Mais de façon plus régulière, là, au moins mensuelle, qu'on puisse le tenir à jour sur l'évolution. Fait que vous voyez là qu'actuellement, si IHR réussit à recevoir dans les délais prévus au contrat l'ensemble des demandes, il prévoirait qu'au début de l'année, qu'en janvier 2022, tout le territoire pourrait être branché à 90 % Il reste toujours des éléments là, de quelques résidences beaucoup plus éloignées où ça prend un peu plus de temps, là, mais à 90 % là, des territoires pourraient être complétés au début de l'année 2022. Oui, Pierre, ce ne sera pas long. Je veux juste rajouter un commentaire que je trouve important. Là. Il y avait Pierre et Gilles, je vous ai vu. J'ose croire que, justement, ceux qui détiennent les poteaux vont être le plus collaboratifs possible. C'est une demande que je fais, mais j'ose croire qu'ils vont l'être parce qu'il s'en va c'est d'une importance capitale, puis il s'en va d'un besoin réel là, au niveau de la MRC. Ma demande est celle-ci. On avait dans l'ordre Pierre, Gilles et Jacques. Ben moi, juste pour vous dire que dimanche, il était dans le rang Saint-Joseph à Denham. OK. Et, ils ont fait plusieurs rues de campagne dans Denham dimanche et lundi. Parfait. Ouais. Des bonnes nouvelles. Gilles? Oui. Bon, moi, simplement pour vous dire que j'ai maintenant l'Internet au Richelieu chez moi. J'ai passé de 5 à 25. Donc, c'est déjà 5 fois mieux. Par contre, j'ai un système d'alarme que j'ai acheté de Supérieur Alarme à Farnham qui fonctionne très bien. Ça doit faire 3-4 ans, et nous, que je l'ai. Par contre, quand vous allez sur la fibre optique, votre système d'alarme va fonctionner si quelqu'un rentre chez vous. Par contre, le message ne rendra pas à la centrale d'alarme. Il faut que vous fassiez ajouter un fil de votre système d'alarme, aller à votre boîte de IHR. Exact. Ou vous pouvez le faire Wi-Fi. Donner une idée, là, chez moi, aujourd'hui, ça m'a coûté 210 $, plus ça va me coûter 55 $, de plus par année. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je sauve 20 $ par mois en passant de Bell pour mon téléphone, en passant de Bell à IHR. Mais j'ai un de mes conseillers qui a aussi un système d'alarme d'une autre compagnie que lui aussi a dû faire des changements qui lui ont coûté quelques centaines de dollars pour s'assurer que quand quelqu'un défonce chez vous, l'appel se rende à la centrale d'alarme. J'ai dû aussi passer de la centrale d'alarme d'Ashton à celle de La Plante à Bromont. Parce que c'est juste eux autres qui pouvaient prendre ces appels-là. Donc, c'est important de peut-être passer le message à IHR, pas IHR, à toutes les compagnies d'alarme. Si vous allez aller sur IHR, sur la haute vitesse, sur le fibre optique, il faut que vous fassiez modifier vos systèmes. Sans ça, là, l'appel ne se rendra jamais à la centrale d'appel. Puis, Gilles, j'aurais une question. Au niveau des coûts mensuels pour les 3 services, j'imagine qu'il y a une différence. Ben,
Moi, je n'ai pas pris les 3, je n'ai pris 2, Jean. OK. Dans la mesure, toi, est-ce que tu pars du câble ou tu étais, mettons, par satellite? Ou, écoute, les 2 que j'avais, là, c'était comme j'avais le téléphone de Bell, puis j'avais l'Internet de Bell qui était lent. Là, je suis allé sur IHR, ces 2-là. La télévision, j'ai gardé Bell parce qu'il y a des postes que IHR ne fournissent pas, que moi, je tenais à avoir, donc j'ai gardé Bell. Mais dis-toi en affaire, je paye très cher de Bell pour la télévision. Bon, mais là, pour les 2 autres, là, je n'ai pas eu de facture encore. Ça fait pas longtemps que c'est installé. Mais comme je vous dis, la chose importante, si vous avez des systèmes d'alarme, puis ils pluguent, IHR rentre le fibre optique chez vous, appelez vos compagnies de système d'alarme parce que votre système ne fonctionnera plus. Bon, c'est bon à savoir. Ça, c'est bien. Bon, merci pour l'info. Jacques et Robert. Puis après ça, Gilles. Je voulais juste rajouter un dernier commentaire lors de nos rencontres qu'on a eues avec tous les différents intervenants. Je peux vous assurer qu'on a insisté que malgré une certaine réticence de leur part là, à accélérer le processus, on leur a fait mention justement que lorsqu'il y avait un désir de réaliser quelque chose, il y avait un moyen de le faire et de faire en sorte de prendre tous les moyens pour le réaliser. Parfait. Juste un dernier petit commentaire. Ouais. Quand ils vont installer IHR, ton système d'alarme ne te dira pas qu'il ne fait plus d'appel à la centrale. Donc, c'est pour ça que le message est important parce que vous ne le saurez pas. OK. C'est bien. C'est pris en note. Robert, et merci Gilles Robert et Gilles Rio après. Ouais, 2 choses. La première, je vous invite à aller voir le site Internet d'IHR Télécom pour avoir les tarifs pour les 1, les 2 ou les 3 services. Deuxièmement, je veux juste vous rappeler que IHR a le mandat d'installer la fibre optique, mais le réseau de fibre optique peut être utilisé par toutes les compagnies. Bell, Vidéotron, IHR, évidemment. N'importe quelle compagnie peut utiliser ce réseau-là. Rogers. Fait que vous pouvez avoir des services Internet ou téléphone de d'autres compagnies. Parfait. Merci, Robert. Donc, il y avait Gilles Rio. Juste pour clarifier une situation un peu, là, je siège sur le comité IHR, le conseil d'administration. Ouais. Vous m'avez nommé. Et à la défense d'IHR, n'oublions pas qu'on dit qu'on a du retard dans les branchements, etc., etc. Oui, c'est peut-être vrai, avec tous les commentaires que vous venez de faire concernant les 2 compagnies concernées. Mais, au départ, les gouvernements ont pris comme pratiquement 9 à 10 mois avant de signer les ententes. Et deuxièmement, la pandémie a retardé les installations d'au moins 4 mois. Il n'y a rien qui a été fait. Et encore là, à l'heure actuelle, il y a encore des travailleurs chez IHR, des employés de l'IHR qui ont le coronavirus. Fait que c'est toutes des considérations qu'il faut prendre en considération. Il faut toutes des choses qu'il faut prendre en considération. C'est que si vous additionnez tous les mois et les retards, c'est pas IHR qui est en faute, c'est différents paliers gouvernementaux, etc. Fait que c'est ça, c'est un retard au départ de plus d'un an. Fait que on peut pas, si on sait qu'il y a des municipalités, il y a des maires qui braillent et qui chialent, là, mais écoutez, c'est les faits. Il faut vivre avec les faits. Parfait. Merci pour l'intervention. De toute façon, on est rendu là. OK? Le calendrier est déposé. Puis, on va souhaiter que ça se déroule le plus rondement possible. Alors, on va souhaiter que ça se déroule à vitesse grand V. C'est bon? Donc, ça nous amène au point 15. Ceci étant dit, je veux juste vous dire par rapport au point 15, avec ce qu'on s'est dit tantôt, point 15.2, moi, je vous propose qu'on reporte, parce que je reçois des messages, là, on a discuté avec l'ensemble des maires, il y a des maires aussi qui m'ont envoyé des choses. Je pense que c'est trop, pour l'instant, faire une résolution, là. Aujourd'hui, ce soir, ce qui avait été discuté avant, c'est lors de la rencontre de jeudi, il y a une rencontre jeudi, d'amener des questionnements là. Il y a un CA de la MRC après. Je pense que c'est prématuré là de faire une résolution. J'ai des devoirs à faire aussi. Je
je vais communiquer avec les personnes intéressées. Je vous proposerais d'attendre au moins que j'aie fait le téléphone, qu'on ait rencontré les personnes intéressées jeudi prochain, qu'on règle ça. S'il y a lieu de faire une résolution de la sorte, qu'on règle ça au CA de la MRC de début novembre. Pour pas que ça soit prématuré, parce que là, je vois beaucoup de disparités. Je reçois des messages aussi, là. Je pense que ça serait sage de le faire de cette façon-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer là-dessus? Oui, merci Patrick. Oui, je pense que sincèrement et sérieusement, c'est la bonne voie à prendre. On a réagi trop vite au début, puis maintenant, je pense que c'est le meilleur chemin à prendre pour cette décision. Parfait. Ça ne nous amène pas loin, hein, parce qu'on a une rencontre jeudi, puis après ça, il y a le CA en début, lorsqu'il y aura des... ce que je veux surtout, c'est qu'on sache qu'est-ce qui se passe de l'autre côté en Estrie. Ça, c'est une affaire, de voir leur vue et tout. Puis on va les suites. Moi, je vais quand même faire des appels pour savoir si notre correspondance est bien rendue et tout ça. Ça ne nous empêche pas de prendre une décision début novembre, soit dit en passant, s'il y a résolution à prendre. Oui, s'il n'y a pas eu de décret qui est fait. Bien là, on parle de même pas 2 semaines, Martin. Je ne pense pas qu'on est rendu là. Il y a beaucoup de oui-dire dans tout ça, là, mais en même temps, on n'a pas de réponse non plus au niveau de la lettre, de la correspondance qui a été envoyée. Ça, c'est une chose. Puis, une autre chose, c'est que moi, j'ai des maires autour qui ne sont pas prêts, des maires et mairesses autour qui ne sont pas prêts à prendre une résolution. Ce n'est pas vrai que je veux scinder le conseil en deux. Suite à une réponse qu'on aura ou qu'on n'aura pas, suite à une rencontre de jeudi prochain, on a le CA après ça, le début novembre, je n'ai pas la date exacte, là. On pourra statuer, ça nous donne 2 semaines, Martin. La différence, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Il y en a qui souhaitent de garder des acquis qu'on a, puis il y en a d'autres qui veulent transférer pour profiter d'acquis qu'ils ont sur l'autre côté. Mais si moi, je les perds, les acquis, avec tout l'Ouest agricole, là, c'est d'énormes acquis qu'on a qu'on risque de perdre. Fait que moi, c'est juste pour préserver ça, mais si c'est moins important, c'est peut-être moins important pour d'autres personnes d'ailleurs, mais pour nous, dans l'Ouest, c'est extrêmement important. Je le comprends tout à fait. Moi, je vais la faire, la résolution, puis on va voter dessus. Si on n'a pas prévu un moyen, bien, on se fera virer. Tu es libre tout à fait, Martin, de proposer, effectivement. Sylvie? Moi, je pense que pour préserver nos acquis... Attendez, je vais juste faire le tour de parole, puis après ça, Martin, oui, si tu veux demander une résolution, effectivement, c'est Sylvie? En fait, juste pour répondre à Martin, là, pour être sur le comité administratif, on est très, très, très conscient des besoins au niveau forestier et agricole, puis on y tient. Donc, là-dessus, là, on ne démarre pas d'avoir le service qu'on a actuellement. Ça, on ne démarre pas de ça. Donc, fait que dans nos discussions, c'est sûr que ça, c'est sur la table. C'est important. Là, mon autre question, c'était si on a un point résolution à prendre, est-ce qu'on doit avoir une proposition de retirer ce point-là? Mais là, Martin veut proposer de passer la résolution. Mais moi, j'attendrai là, ton téléphone avec le ministère, la rencontre. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui nous empêche là, d'avoir une rencontre plus rapprochée que le comité administratif aussi. Là, on peut se rencontrer avant la prochaine rencontre du comité administratif. Là. On peut faire une rencontre du comité administratif extraordinaire, soit dit en passant, d'une part. Puis moi, je garantis un appel avant la fin de la semaine. Je garantis de parler avant la fin de la semaine avec le ministère. Ça, c'est une garantie que je vous fais. En même temps, Martin, je ne peux pas empêcher personne de te demander de vote, de déposer une résolution, là. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour? Oui, Patrick. Oui. En fait, je veux dire, je vais dans le sens de Sylvie, on est sur le comité. Moi, il y a une lettre qui a été envoyée au ministre. On n'a pas eu encore les réponses à cette lettre-là, mais je pense que notre préfet a toute l'autorité
pour aller à la rencontre du ministre, puis aller s'enquérir des réponses qu'il veut bien nous donner. Je pense que ça, c'est la première étape avant de passer à autre chose. Et comme tu le dis, Patrick, s'il y a lieu de se réunir rapidement, bien, on l'a déjà fait dans le passé. Là. Je me souviens qu'on était dans des conventions, on s'était tout ramassé dans une salle parce qu'il y avait des choses à régler rapidement. On le fera. Et comme tu dis, je veux dire, on n'empêche personne de demander le vote. Là. Moi, je pense que notre position est claire. Si on n'est pas d'accord de le faire tant qu'on n'a pas les réponses, il faut leur dire, parce que là, ils ont l'air de penser, d'après ce que vous nous dites, que notre position, c'est l'inverse. Non, c'est pas ça qui est dit, Martin. C'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit présentement, c'est que nous, on n'a pas de réponse de leur part. Nous, on a été clair que tant qu'on n'avait pas de réponse, quand on n'avait pas de réponse à nos questions précises, bon, on ne transférait pas. On ne disait pas qu'on n'était pas au compte parce que, je le répète, Brome-Missisquoi, c'est une réalité qui vit avec deux réalités dans Brome-Missisquoi. Ça, c'est la réalité de Brome-Missisquoi. À l'époque, tu avais Brome et tu avais Missisquoi. Il y a une réalité qui est beaucoup plus le côté agricole des terres du Saint-Laurent. Bon, on sait tout ça. Mais en même temps, ça, c'est la réalité de Brome-Missisquoi. En ayant des réponses aux questions, on va pouvoir agir. Mais bon, moi, j'entends tout ça. Moi, comme préfet, je vais faire un retour. Ça fait 2 semaines qu'on a envoyé la lettre. Puis à partir de là, on va voir ce qu'il y a à dire. Puis à partir de là, on peut faire un CA rapproché, un CA extraordinaire. Mon but n'est pas tant d'empêcher si quelqu'un veut déposer une résolution, mais c'est de dire, est-ce que la résolution est claire que toutes les villes ne veulent pas aller à l'Est? Est-ce que c'est clair ici, si je demande autour de la table, c'est clair que toutes les villes ne veulent pas aller en Estrie? Mais ce n'est pas ça la question. L'idée, c'est d'attendre d'avoir toute l'information. C'est la seule chose que je voudrais dire dans notre résolution, moi. Qu'on attend d'avoir les réponses à nos questions puis l'assurance à tous les acquis qu'on ne veut pas perdre. Je ne suis pas en train de décider. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on garde le meilleur des deux côtés. Si on peut m'assurer que je garde le meilleur des deux côtés en allant en Estrie, je n'ai pas de misère, moi. Mais je ne veux pas perdre ce que j'ai qui est le mieux de la Montérégie. Bien, j'entends ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Martin, mais la lettre, c'est ce qu'elle dit. La lettre, c'est ce qu'elle dit qu'on ne prendra pas de décision tant que. Peut-être que la lettre a dit qu'on a une attirance vers qu'on a une attirance vers l'Estrie par tous nos territoires. Puis ça, je suis absolument d'accord. Je trouve que c'est merveilleux ce qu'on a comme acquis, mais on est aussi un pied de l'autre bord, complètement comme la Montérégie dans l'Ouest. Bien, dans le fond, ce que j'entends de ta proposition, Martin, c'est de dire que Brome-Missisquoi, tant qu'il n'y aura pas de réponse, ne pourra pas bouger sur un éventuel transfert vers l'Estrie ou un éventuel statu quo. C'est ça. Il faut qu'on puisse garder nos acquis avantageux de l'Estrie puis nos acquis avantageux de la Montérégie. Ça change quoi faire une résolution? Ça ne nous enlèvera rien? Non, mais oui. À l'inverse, ça nous préserve d'avoir un décret. Ouais. Bon, non, je pense pas. Je pense que si le gouvernement a décidé de faire un décret, ils vont faire un décret. C'est pas nous autres qui va les arrêter. Ce que je veux dire, là, c'est que nous, on a discuté. Oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus. C'est normal, c'est une grande MRC, il y a beaucoup de municipalités. Mais à un moment donné, il va falloir que ça tranche. Puis je pense pas qu'on aura toutes les garanties qu'on veut demain matin. Là, ça, je ne crois pas à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une lettre qui est envoyée. La lettre qui a été écrite, que Patrick nous a lue en début de soirée, elle était très claire, tant qu'à moi. Puis là, c'est le préfet. Et le préfet, c'est sa job d'aller rencontrer le ministre et dire, écoute, je t'ai envoyé une lettre là, au nom des municipalités chez nous, j'aimerais ça avoir des réponses. Je pense qu'on doit laisser Patrick travailler. Puis là, on ne parle pas de 8 mois. Il va revenir. Puis après, s'il y a lieu, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on peut arriver puis faire. Mais ça, c'est mon humble opinion. Là, je trouve qu'on panique. Martin, passe ta résolution. Moi, je fais la résolution qui dit qu'on ne fait pas de décision tant qu'on n'a pas des réponses à nos questions, puis une assurance qui nous garantit qu'on va garder les acquis qu'on a de la Montérégie, puis que si on se transfère, ils vont se transférer avec nous autres. Puis moi, je vais appuyer. J'appuie. On me demande si on a eu un accusé de réception. Oui, on a eu un accusé de réception. Avant de passer à la résolution, je vais juste présider l'Assemblée, Gilles Saint-Jean, si ça ne te dérange pas. Oui, mais ça fait 10 minutes que tu essaies de convaincre j'essaie pas. Avec River de ne pas passer de résolution. Ça fait 10 minutes. J'essaie pas de. Écoute-moi une minute, là.
Patrick, Mais là, j'ai des mains de toi levée. et Louis, vous avez passé des résolutions dans vos municipalités au début, disant vous allez en Estrie, peu importe qu'est-ce qui arrive après, que ce soit négatif ou positif. Puis tu continues, Patrick, avec Louis, de vouloir empêcher qu'on reste à Montérégie, au moins qu'on passe des résolutions. Gilles, tu étais là au début de la... Tu es supposé d'être neutre, Patrick, et tu ne l'es pas. Tu étais là au début. Là, je m'excuse, là, je vais te demander de m'écouter. Tu étais là au début de la rencontre. Au début de la rencontre, j'ai très bien nommé que moi, je ne passerais jamais un vote qui défavoriserait les villes qui ne veulent pas y aller. Ceci étant dit, il y a des mains levées, on va passer aux mains levées. Jean Lévesque? Oui. Écoutez, un commentaire que j'ai à amener là-dessus. Évidemment, dans la mesure où le ministre voudrait aller vers un décret, de s'y être opposé avant le dépôt d'un décret, c'est toujours plus facile de venir argumenter. Voici, on s'y est opposé avant le dépôt du décret. Moi, là-dessus, je comprends votre point de vue, mais évidemment, je n'ai aucune objection à venir appuyer la demande du maire de Pike River. Je n'ai pas d'objection non plus. Je dois le juste à signifier. En réalité, on ne s'oppose pas, on demande des réponses à nos questions. Exactement. Exactement. Voilà. Mais libellé comme ça, moi, j'adhère à ça, Martin, soit dit en passant. OK? Puis, je n'ai pas du tout l'intention de rien bloquer, là. Faisons attention à ce qui peut se dire, là. Martin, libellé comme ça, je comprends très bien ta position. Allons-y vers la proposition. Est-ce que... moi, seconde. Pierre? Oui, seconde, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Seconde. Donc, je veux juste qu'on redise le libellé, que tant qu'on n'a pas de réponse claire à nos questions, on ne peut pas bouger. Oui, exactement. Ça va le seconder. Il y a Caroline qui veut parler, puis après ça, Sylvie. J'ai juste une petite question parce que le 15.1, on a comme sauté rapidement à 15.2. 15.1, c'est quand même une discussion. Je ne sais juste pas si on a un public ou autre, mais peut-être qu'il y a une matière à faire un résumé parce que mise nous, en on situation. est dans un contexte On peut faire, oui, tout à fait, Caroline. L'avant, mais il y a pas une mise en situation, mais on compte où on n'a pas passé à 15.1. Tout à fait. En fait, ce que je voulais dire, je voulais juste parler au niveau de la résolution, étant donné que je recevais des messages de dire, tu as tout à fait raison. Sylvie, est-ce que c'était dans le même sens, Sylvie Beauregard? Bien, moi, ce que je voulais mentionner, que si on allait vers une résolution pour une lettre disant, pour le moment, on refuse de le transfert parce qu'on n'a pas des réponses, n'empêche pas que tu communiques avec le ministère des Transports, pas le ministère des Transports, le ministère d'ici la journée, qu'on le demande. On continue les démarches, là, c'est ça. La résolution n'empêche rien. Non, c'est ça. Exactement. Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, il faut nommer ce qu'on veut. Fait que, si au niveau de la... Je lance comme ça, là, admettons l'agriculture, ben, qu'on ait un bureau régional dans Brome-Missisquoi. On peut l'exiger, au moins, puis qu'on transfère les personnes des dossiers qui s'occupent de nous, qu'on les transfère avec tout. Il y a des choses qu'on peut demander. Quand je disais qu'il faut faire la liste de ce qu'on veut, c'est quelque chose qu'on peut demander. Voilà. Clairement, tout à fait. Il y avait Pierre, puis après ça, je vais intervenir. Non, mais c'est quand pour avancer dans la résolution puis qu'on passe au vote. Là. Oui, tout à fait. Mais le point de Caroline était quand même important, c'est qu'en 15.1, c'était un peu faire l'état de la situation, de dire qu'on avait fait parvenir une lettre que j'ai lue tout à l'heure. Oui. Une lettre qui expliquait un peu notre position là-dessus. Et somme toute, n'est pas clair comme une résolution pour certaines personnes, je l'entends. Suite à ça, on verra la suite des choses par rapport. Moi, je vais quand même contacter M. Bonnardel. Là. Donc, il va être. Excellent. Est-ce que donc il y a eu un secondaire aussi au niveau de la résolution de Martin? Ben, moi, Pierre avait secondé. Oui, Pierre. Oui. C'est beau pour tout le monde? Ben oui. Parfait. Donc, on continue. Donc, ça nous amène au point 16, dans le fond, parce que oui, Robert, excuse-moi. Patrick, donc, on présume que c'est un vote unanime? Bien, il n'y a pas eu de vote de demander. Donc, s'il n'y a pas eu de vote de demander, est-ce qu'il y a un vote de demander? Non, ça va. Il n'y a pas de problème. Parfait. On n'est pas controversé. Parfait, merci.
Ce qui nous amène au point 16, donc rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 7 octobre 2020. 16.1. Oui, donc David, tu vas mettre à l'écran le procès-verbal du 7 octobre. C'est bon, donc on descend. Donc, c'était l'opposition au niveau du zonage pour le projet de loi 61, dont vous avez discuté tantôt. Compte à payer au 6 octobre 2020, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ça va, ça fait qu'on continue. Il y avait une résolution ici pour une dépense qui dépassait, Robert. Oui, oui. Donc, si tu veux repartager le procès-verbal. Donc, la dépense autorisée par le Conseil à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Bon-Missisquoi, 66 233 pour le traitement des matières pour le mois d'août à l'éco-centre régional. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, quelqu'un peut proposer? Propose. Pierre et? Tony. Tony, Pierre et Tony, c'est bon? Donc, ça nous amènerait à l'autorisation de la signature de l'entente intermunicipale? Oui, donc la Ville de Cowansville a demandé à la MRC de signer une entente par laquelle la MRC va vendre les propriétés en défaut de paiement de taxes municipales et ou scolaires dans la Ville de Cowansville. Donc, le CA recommande l'adoption de l'entente. La Ville de Cowansville l'a adoptée hier soir, Sylvie. Hein? OK. Oui, donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Jacques et Laurent. Parfait. Ça nous amène au point 16.3, donc suivi du dossier relatif à l'évaluation des chiens dans le cadre du nouveau règlement provincial. Oui, donc le CA a recommandé au Comité de sécurité publique d'adopter un règlement. On va en parler tantôt au Comité de sécurité publique, à moins que vous ayez des questions maintenant. Ça va? Ça vous va? Donc, ça nous amène ce qui nous amène au rapport. Oui. Excuse, Patrick. Juste au point 3.1.3, lorsqu'on parle des animaux de ferme, on mentionne justement qu'ils sont permis explicitement par règlement municipal, mais dans la zone agricole seulement. Il y a beaucoup quand même de municipalités qui autorisent, entre autres, les poules pondeuses là, à être dans les municipalités, ne sont pas en zone agricole comme telle. Est-ce qu'il faudrait en faire mention ici ou pas? David, ton avis là-dessus? On a des règlements municipaux. Par rapport au règlement municipal, peux-tu répéter le commentaire, Georges? Au point 3.1.3, oui. On parle des animaux de ferme directement, qui sont autorisés strictement en zone agricole. Oui. Les municipalités, il y a plusieurs on donne l'autorisation en milieu urbain directement de garder des poules, entre autres. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait en faire mention dans cet article-là ou pas? C'était juste une question que je posais. OK. Bien, vite comme ça, je n'ai pas le règlement sous les yeux, mais c'est certain que si le règlement donne une définition X d'un animal, il faut voir la définition qui est donnée de l'animal au début du règlement, parce que ça va déterminer l'interprétation de tout le règlement ensuite quand que l'animal va revenir. Fait que tout dépend. Parce que là, on parle spécifiquement animal de ferme. Donc, une poule, normalement, c'est un animal de ferme et non pas un animal de compagnie. C'est pour ça que je soulevais le point. Oui, tout dépend vraiment de l'interprétation du mot. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais si tu veux, je peux vérifier puis on peut en rediscuter si tu veux. En fait, pour votre information, là, la définition d'animal de ferme, ça dit un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. Fait que là, il y a peut-être la notion d'exploitation agricole qui ne s'applique pas quand on parle d'animaux comme des poules urbaines ou des choses comme ça. Là. Et je suggère que David regarde ça et qu'il appelle Jacques demain.
Personnellement, je voudrais peut-être aussi, David, on pourra s'en reparler tous les deux parce qu'il y a au moins plus de la moitié des municipalités qui sont dans la situation dont M. Drolet fait mention. Là. Effectivement, ton point est intéressant. Là. Moi, j'ai des cailles chez nous. Est-ce que ça compte comme animal de ferme aussi? Mais tout dépend, tu sais, vraiment, c'est ça. Tout dépend des interprétations. Tout dépend de... Des fois, interpréter un mot, c'est pas si simple qu'on le croit. Fais attention avec les poulets parce que Richard pourrait être choqué. Robert, c'est ça exactement que j'ai en train de dire que j'adore du poulet et des poules. So, pour Lac-Brome, parce qu'on a beaucoup de discussions les dernières 2 semaines, mais c'est exactement l'explication que Francis a donnée, c'est l'exploitation des... Anyway, so... c'est des règlements pour les municipalités à garder. Anyway. Vive les poules. Vive les poules. Vive les poules. Est-ce que c'est dans une boîte en carton carré qui sont meilleurs, Richard? C'est des chicanes, Bon, on va donc, Jacques, David, Nathalie, en tout cas, vous allez vous jaser. C'est ce qu'on comprend. Ah, c'est juste clarifier le point, là. Excellent. Tout à fait. Donc, ça va, 16.3, bon, suivi justement du dossier d'évolution des chiens, bien. Yes. C'est beau. Évaluation des chiens par rapport, j'avais peut-être juste un petit suivi à faire. Là. Il y avait une vétérinaire de Brome-Missisquoi qui était peut-être prête à faire l'évaluation des chiens dangereux. Bon, on a eu une mauvaise nouvelle. Dans le fond, la formation a été annulée à cause de la COVID. Puis pour l'instant, il n'est pas question de remise de cette formation de chiens dangereux-là. Fait que pour l'instant, c'est un retour à la case départ pour Brome-Missisquoi. Il y a une vétérinaire de Richelieu qui pourrait peut-être être disponible pour faire l'évaluation des chiens, mais on n'aura personne, malgré ce qui était annoncé, là, pour évaluer ces chiens-là pour l'instant. OK. Bon. Mais on peut-tu poser une question là-dessus? Oui, vas-y, Richard. Pierre, excuse. Parce que là, c'est sûr que le gouvernement il a décidé que c'est plus M. Girard qui ferait l'expertise. Disons, dans Brome-Missisquoi, ben lui, il était dans les cantons. Mais on n'est plus capable de faire aucune résolution pour qu'on s'en aille dans où est-ce qu'on était avec M. Girard pour faire l'expertise pour des chiens. On a fait une déjà, Pierre. On l'a fait. Je sais, mais ça va-tu prendre encore 1 an, 2 ans avant que le gouvernement se rembraye sur d'autres choses? Ou? Je suis pas mal ce dossier-là. Oui. Puis, parlez pas tout le monde, là. David et Robert. Oui, je suis pas mal ce dossier-là. Puis, il y a plusieurs MRC qui ont appuyé la MRC Brome-Missisquoi. On a une réponse du MAPAC qui allait étudier la proposition, mais cette résolution-là fait le tour du Québec en ce moment. Aujourd'hui, on a reçu l'appui de la MRC de la Haute-Yamaska, la MRC Pierre de Sorel qui a appuyé du Granit, puis j'en passe, là, il y en a plusieurs qui ont appuyé. Ça chemine en ce moment, puis il y a eu un article qui est passé dans le journal aussi qui a fait jaser. Cet article-là a été publié dans quelques journaux régionaux du Québec. Ça se parle, mais pour l'instant, on n'a encore rien de concret du gouvernement. Puis l'Ordre des médecins vétérinaires, quelqu'un m'a contacté, m'a dit « Surveillez la liste qui est sur le site web de l'Ordre des médecins vétérinaires », mais quand on regardait le nombre de vétérinaires au Québec qui sont capables de faire l'évaluation, qui l'annoncent, là, il y en a 13 en ce moment. Une semaine ou 2, là, il y en avait 13. Pour l'instant, il y a, à ma connaissance, aucun vétérinaire dans Brome-Missisquoi qui s'est annoncé, là, mis à part la dame de Cowansville qui s'est désistée. On va souhaiter. Mais le problème là, c'est que s'il arrive avec un chien qui est dangereux, là, on fait quoi? Là? Nous autres, comme municipalité, là, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. On n'a pas rien, là, on n'a pas de cage de rétention pour que le vétérinaire vienne après une semaine. Là. C'est ça le problème. Là. Vous n'avez pas de cadre, mais moi, je vous dis, s'il y a une situation qui se présente, là, contactez votre procureur de la cour municipale qui pourra au moins vous guider dans tout ça. Je reçois la question souvent des municipalités. Un de vos bons alliés, c'est le procureur de la cour municipale. Il n'est pas à négliger non plus. Si vous vivez une situation, là, je vous invite à le contacter. Puis, c'est bien, le dossier.
Merci. Est-ce que Robert avait un point? Non, mais c'était la même chose que David. C'est pour dire qu'au moins la pression monte au gouvernement parce qu'il y a plusieurs MRC qui ont appuyé votre résolution. OK. Parfait. Bravo. Bravo. Bon. C'est bon pour ça? Est-ce que ça va pour le suivi du dossier? Donc, on est au rapport du Comité de sécurité publique du 13 octobre 2020. Donc, on est encore dans ça, là, un peu modification RM 410 pour la garde des chiens, d'élèves garde dans la quarantaine. Donc, au Comité de sécurité publique du 13 octobre, il y a eu le rapport des activités de juin-juillet, ainsi que les activités durant la COVID. Le comité a adopté une résolution pour vous recommander ce qui suit. Donc, actuellement, là, dans le règlement concernant les animaux, dont les chiens et les chiens dangereux, ce qui est suggéré aux municipalités, c'est que le délai pour la garde des animaux est de 5 jours et le délai pour la quarantaine est de 10 jours. Suivant les discussions avec Carl Gérard et la vétérinaire, il faudrait augmenter ces deux délais-là à 15 jours. Donc, le délai de garde et le délai de quarantaine à 15 jours pour être en mesure de bien évaluer le comportement des animaux et s'assurer que le chien n'a pas la rage. Excellent. Est-ce que c'est une recommandation de quelqu'un qui se connaît pas mal? Là? Je pense que. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, ça va prendre une proposition. Propose. On a Richard et Martin. Donc, ça veut dire qu'on va demander à toutes les municipalités de modifier votre propre règlement municipal pour augmenter ces deux délais-là à 15 jours. Comme disait David, en attendant que la vétérinaire de Cowansville ait sa formation et son accréditation pour évaluer les chiens dangereux, il y a la vétérinaire de Richelieu qui peut dépanner. Mais au moins, Carl Gérard, si vous avez une entente avec lui, peut au moins mettre le chien en garde préventive. Le vétérinaire Farnham, pas ça? Il y a un vétérinaire à Farnham, pas ça? Ben oui, il y a des vétérinaires à Farnham. Oui, il y a des vétérinaires à Farnham, mais il n'est pas listé comme un vétérinaire qui fait ça. Il n'est pas homologué pour faire l'analyse du comportement du chien. Ça. Exactement. C'est de valeur, on en a deux à Farnham, mais. Puis, parce qu'il y en a qui pourraient le faire, mais c'est un choix. Ils ne veulent pas le faire. C'est une question de clientèle aussi. Hein? Ils n'ont pas le chien. Non, ils ont peur du client. Ah. Je l'ai vu ce commentaire-là aussi. Ouais. Ça va pour ça? Donc, en 17.2, intérêt pour obtenir 2 cadets policiers à l'été 2021? Oui. C'est beau. Je te propose, oui. Bon, proposé par Laurent, secondé par Richard, ça vous va comme. Oui? OK. C'est bon. Ça va être Richard puis Laurent l'an prochain? J'ai ton Internet, il n'est pas rendu à haute vitesse chez vous, je pense. Ça va être Richard puis Laurent. OK, je viens de comprendre. Oui, c'est eux autres qui vont y aller, tu as tout compris. Ah, OK, c'est beau. C'est correct. Bon, ça va pour ce point-là. C'est bon. Recommandation du budget 2021? Oui, donc c'est une recommandation du comité pour un budget préliminaire avec une augmentation de la quote-part de 2 il y a 3 projets l'année prochaine qui sont visés, dont les cadets policiers, la continuité de la campagne de sensibilisation pour le partage sécuritaire de la route, auto et vélo, et aussi un nouveau projet à développer concernant les problèmes de santé mentale que la police rencontre de plus en plus. C'est fort intéressant, peut-être rajouter avant qu'on propose et tout ça. Je pense qu'il faut se préoccuper énormément de la santé mentale et de l'aspect psychosocial. On l'a nommé avec la COVID et ce qu'il y a eu, tout ça, je peux vous garantir, puis j'en parle souvent parce que c'est mon milieu professionnel d'où je viens, là. Ça va être des préoccupations qu'on devra avoir énormément dans le futur. Puis la ville, le rôle de la police aussi, il change à travers tout ça, là. Fait que ça va. Donc, pour le budget, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va prendre un proposeur appuyant. Richard. Richard et? Tony. Tony. Parfait. Donc, point 18, avancement du projet du nouveau poste de police. Oui,
Peut-être que Pierre a des informations à jour. Là. Moi, ce que j'avais, c'est que le chantier continue, avance. Le promoteur a rencontré plusieurs difficultés, mais néanmoins, le chantier avance. Pierre, de ton côté? Oui, bien, effectivement, les difficultés, c'est le forage, c'est les têtes de foreurs qui ont brisé du côté est au côté ouest. Ils se sont pris par 2 fois. Mais là, il semblerait que c'est stabilisé. Et puis nous autres, ça va continuer vers notre poste de police. Puis on prévoit, de toute façon, demain, on a une réunion de chantier avec les contracteurs. Puis ils prévoient, quand on les a rencontrés il y a 2 semaines, qu'à l'entour du 20-25 novembre, là, ils seraient rendus de jour au poste de police. Puis nous autres, on signerait, on irait chez le notaire pour signer la vente du terrain dans le mois de décembre. Fait que ça avance pas vite, mais ça avance. Ça avance à pas de tortue. J'espère qu'ils n'auront pas trop de tortues dans leurs jambes, là, ben, on va espérer. C'est probablement mieux à pas de tortue qu'à pas de Salomon. Bon. Non, mais c'est un projet, regardez, ça va se faire. Ça va se faire, ça c'est sûr et certain, mais c'est un projet qui ont déjà rencontré un peu de difficultés. Puis j'imagine que vous savez que dans tous les projets, quand ils vont commencer à construire le poste de police, ils vont retrouver d'autres difficultés parce que c'est impossible qu'ils n'en trouvent pas. C'est comme ça. Hein. Quand tu fais une construction, ben, ils rencontrent tout le temps des difficultés. Puis j'imagine qu'il va y avoir plus de délais que prévu. Je m'attends à ça. Fait que faut garder bon espoir, on va l'avoir. On allait faire une blague qui parlait de poteau, mais j'en parlerai pas au niveau de la vitesse. Mais juste un instant, si j'ai de l'évolution, moi, entre les moments qu'on se parle là, une fois par mois, là, on va vous faire diffuser l'information par la MRC à toutes les maires, l'évolution du poste de police. Ça serait fort intéressant et apprécié. Merci, Pierre. Oui, c'est ça qu'on va faire. Parfait. Ça nous amène au calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois d'octobre et novembre. Oui, donc David va le mettre à l'écran. Demain, il y a un comité de tourisme du CLD à 9 h. Jeudi, la rencontre à 15h30 avec les gens de l'Estrie concernant le projet Vision Attractivité Estrie Canton de l'Est. Mais à 14h30, le CA est en rencontre, en caucus préparatoire. Là. Robert? Robert, tu permets une correction? Le comité de tourisme a été devancé. Oui, il a eu lieu la semaine dernière, le 14 plutôt que le 21. OK. Donc, il n'y a pas de comité de tourisme demain. J'ai une petite crainte, là, non? C'est bon. On s'en va à la semaine prochaine. Lundi, le 26, il y a le conseil d'administration de l'OBV Yamaska à 16 h en Zoom, Jacques. Ah non, c'est pas Jacques, c'est... Qui est sur l'OBV Yamaska? Oui, c'est ça, c'est là-bas. L'OBV Yamaska, c'est Jacques Drolet. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, mercredi, le 28, c'est le comité culturel à 9 h. Denis, c'est toujours bon? Il est parti. Non, mais il y a eu lieu le 17, le comité culturel. Non, c'est pas vrai. Non. Denis, c'est bon, le 28? Bon, le 28, oui, c'est bon. 9 h, oui. Parfait. Le 28, toujours à 15 h, le comité de transport adapté collectif Francis, c'est toujours bon? C'est toujours bon si les maires sont toujours en accord avec ça. Parfait. Le 29, le comité des carrières et sablières à 15h30, c'est toujours bon, Francis? C'est toujours bon. Vous allez recevoir l'avis de convocation demain durant la journée. OK. Et à 16h30, le comité de sécurité incendie et civile, Francis, c'est toujours bon? En fait, oui, c'est ça, c'est 16h30. Oui, exactement. C'est toujours bon aussi. Vous allez recevoir l'avis demain. Richard me demande s'il va y avoir du poulet. Non. On peut livrer chacun chez nous. Oui, mais là, c'est marqué en personne, mais ça risque d'être en Zoom. J'en dois une à Richard. Ça va être en Zoom, oui.
Oui, ça va être les deux comités en Zoom en passant. OK, je perds encore. Non, mais je vais aller te le livrer, Richard. OK, merci, Francis. Mais on va attendre à la porte pour ça. C'est correct. On va te le congeler, Richard, puis te le remettre tout en même temps avec les autres. On s'en va au le 22, en passant, le 22 octobre, il y avait l'OBV Bémisquois. Le 22. Et la GA. La GA, oui. C'est à quelle heure? 7h30. C'est à 19h. 19h30. OK. Puis là, c'est Martin et Caroline qui siègent sur ça, hein? Non, c'est M. Rio. Mais Caroline, oui, mais pas avec Martin. Non, moi, je ne suis pas là. C'est Gilles Rio, OK. C'est bon. Ça fait que, donc, jeudi, le 22, on l'ajoute à 19h. Bon. On revient au 3 novembre. À 9h le matin, le comité de gestion des matières résiduelles. Toujours bon, Nathalie? Aux dernières nouvelles, oui. OK. Le 4 novembre, le CA de la MRC à 8h30. Et oui, c'est toujours bon. On s'en va au lundi 9 novembre. Il y a un comité d'évaluation à 17h qui est prévu dans la salle Arthur Fauteux jusqu'à maintenant. En passant, là, c'est cette semaine, en tout cas dans les prochains jours, on devra avoir l'installation de nos équipements dans la salle Arthur Fauteux pour faire des réunions hybrides, donc avec des micros et des caméras qui vont être ajoutés dans la salle du conseil. On s'en va au mardi 10 novembre. Il y a un comité des cours d'eau à 17h. Nathalie, c'est bon? Non, c'est à 5 heures. 17h, c'est 5 heures. 17h. 5 p.m. Ah, oui, Quelle date, 17 heures. Oui, c'est ça, 5 heures. Quelle date? Hein? Le 10 novembre, mardi le 10 novembre. Avec un lunch, oui. Nathalie? Pas 5 heures. Ça va être à confirmer là, pour le lunch, mais je Ça veux va pas être du poisson. attente, là. D'habitude, à 5 heures, il y en a, là. Ouais, ben. Hey, c'est à 5 heures, regarde, c'est l'heure du souper, OK? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. On est rendu au mercredi 11 novembre à 8h le matin. Il y a un CA du CLD. Je ne sais pas s'il va y avoir un déjeuner. On verra si ça devrait être peut-être en hybride, le CA du CLD. On a notre équipement, là. Ouais, avec nos nouveaux équipements à confirmer. Et toujours le mercredi 11 novembre, le comité d'aménagement à 19h, 7 p.m. Nathalie, c'est bon. Hein? C'est bon. Puis le comité, à la dernière rencontre, souhaitait en Zoom. Alors, c'est Zoom qui est prévu. Parfait. Jeudi, le 12 novembre, le lancement virtuel des paysages bromissiquois. On va vous en reparler. Il va encore se faire remettre. On espère que non. C'est virtuel! J'espère que non. Maintenant, on s'en va au lundi 16 novembre. Là, pour les maires du CA, je vous demande votre avis. Là. Donc, il avait été question de faire un CA spécial avec Isabelle Charret. Elle serait disponible le 16 novembre en avant-midi ou à 13h l'après-midi. Qu'est-ce que vous choisissez? En avant-midi? Avant-midi, je pense que je pense que tout le monde est pas mal d'accord. D'accord avec ça, moi aussi. L'avant-midi. À quelle heure? Avant-midi. 8h30 qu'on fait nos CA normalement. Est-ce qu'on le fait encore à 8h30? Oui. OK. En Zoom. Est-ce qu'on le fait physiquement ou virtuel? Ça, c'est le CA de la MRC, par exemple. Ouais, les gens n'étaient pas là. Excusez, Tu peux le pardon. faire virtuel si tu veux. Je ne serai pas là. Exactement, je ne serai pas là. Pour ce qui est d'Isabelle, là, elle ne pourra pas être là. Les ministres ont eu la consigne qu'il n'y a plus de réunion Bon, ben on le fera en Zoom. On va le faire en Zoom. Ça peut être en Zoom ou ça peut être en hybride aussi. On pourra voir rendu à ce moment-là. Là. OK. On va s'écrire. Zoom, parfait. C'est bon, c'est que 16 novembre, 8h30. 16 Parfait. novembre, 8h30. C'est bon. Après ça, on était au 17 novembre, réunion du conseil de la MRC en soirée. Je vous rappelle qu'au mois de novembre,
il y a 2 réunions du Conseil, 2 réunions régulières. Celle du 17 novembre, où est-ce qu'on va étudier le budget en détail, une fois que tous les comités de travail vont avoir travaillé sur leur partie de budget. Et la semaine suivante, le 25 novembre, c'est la loi qui le prévoit, le 4e mercredi de novembre, le Conseil de la MRC adopte son budget, donc à 19h30, réunion du Conseil pour adoption du budget et autres dossiers. C'est ça. Oui, l'Assemblée. C'est bon? C'est beau. Oui. Oui. Ça nous amène à... Ça va pour tout le monde, donc ça nous amène à correspondance. Il n'y en a pas. Il y avait une demande d'appui de l'organisme Plein Rayon. Oui. Donc, l'organisme Plein Rayon demande au Conseil un appui. L'organisme Plein Rayon a des problèmes à fitter, excusez l'expression, à fitter dans les programmes de subvention du gouvernement parce qu'ils font plusieurs choses différentes qui ne correspondent nécessairement pas aux boîtes des différents ministères. Et là, ils ont besoin d'avoir l'appui de la MRC parce qu'ils ont fait des démarches pour avoir du fonctionnement, du financement pour leur fonctionnement dans ce qu'on appelle le PSOC, là, le programme de soutien aux organismes communautaires, entre autres. Donc, vous connaissez bien Plein Rayon. Vous avez la lettre qui est sur le box de la directrice générale c'est pas la directrice générale, c'est l'adjointe à la direction générale, Mme de Coussergues. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisme Plein Rayon et sur sa demande d'appui pour obtenir un soutien financier du gouvernement? Je le propose. Sylvie, Diane propose et Martin seconde. Ça va pour ça? Ce qui nous amène à questions diverses. Moi, j'ai un point. Il y a des sujets qui peuvent être émotifs, puis je le comprends pour tout le monde. Puis tant que je présiderai, je tiens à ce qu'on garde ça dans le respect. J'entends tout ce qui peut se dire. Je pense que tout se dit, il y a la façon de le dire. Je pense que ce n'est pas nécessaire qu'on tombe dans des attaques ou des blâmes ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde a sa place ici, puis c'est très important de nommer. On vit dans un monde démocratique et je crois que tout le monde a le droit à son opinion. Je trouve très important d'être le plus représentatif de tout le monde. Ceci étant dit, je tiens à dire, je veux garder la bonne entente. C'est important. On travaille tout le monde ensemble. À 21, je le nommais au début, c'est un tour de force qu'on fait là, mais j'aimerais que ça continue. Alors, sentez-vous très à l'aise, tout le monde, de donner votre opinion. Je trouve ça très important. Mais garde ça dans toute la courtoisie possible et dans toute l'écoute possible. Je pense qu'on est fortement capable, tout le monde autour de la table. C'était mon 2 minutes. Je trouve ça important. Je trouve que c'est précieux, la bonne entente. Je trouve que c'est précieux le droit de pouvoir s'exprimer et le droit de pouvoir se faire entendre. Et je pense qu'on le réussit bien jusqu'à maintenant. J'aimerais simplement que ça continue. Alors, voilà. Merci, Patrick. C'est bien dit. Well said. Parfait. Merci, tout le monde. Et merci beaucoup, tout le monde. On ne lâche pas. Et puis, ça va prendre quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée maintenant. Sylvie B. Bon, ben, au revoir, tout le monde. Bonne fin de soirée. Peux-tu rester 30 secondes, Robert? Oui. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye.